Aujourd'hui, on est avec Mareva. Tu as détruit 3 fois toute ta vie en 6 ans. Tu es parti du lieu dans lequel tu habitais, tu as quitté ton ex. Et donc, tu vas nous dire si c'était la bonne décision, si tu es plus heureuse aujourd'hui installée à Lisbonne, et aussi c'est quoi ta vision de la réussite. Ça te va? Carrément. L'année dernière, j'ai aménagé à Londres avec mon ex-copain du coup. Quand je suis arrivée à Londres, je me suis rendu compte que je m'étais abandonnée. En fait, je me suis rendu compte que c'était un choix que j'avais fait, non pas pour moi, mais pour l'autre. Je savais dans mon intuition, je sentais que c'était pas pour moi cette ville et ce chapitre-là. Et il m'avait dit, je comprends, mais si c'est le cas, on arrête la relation. Et moi, en fait, pour sauver la relation et par amour, ça faisait 4 ans que j'étais avec cette personne, je suis allée contre moi-même. Je suis allée contre mon intuition et je me suis perdue. Et j'ai forcé, et j'ai forcé, et j'ai forcé pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qui fait que tu t'étais perdue? Est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation? Qu'est-ce qui te faisait souffrir là-dedans? Vraiment ce sentiment dans le ventre de « mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là ?» Et je savais très bien. En fait, il y a un moment où on se rend compte qu'on a une décision à prendre. Et cette décision-là, c'est on doit se choisir ou alors on continue de s'abandonner pour l'amour. Et en fait, il y a eu un moment où malheureusement j'étais tellement passée au-dessus de mon intuition que j'ai commencé un peu à faire des crises d'angoisse. Je dormais plus la nuit, je faisais des attaques de panique pendant 4 à 5 mois. Et en fait, je savais très bien que mon corps me parlait et moi je ne voulais juste pas voir. En fait, je me mentais à moi-même. Et j'ai vraiment dû prendre la décision qui me faisait tant peur. Et donc la relation s'est terminée. Donc là, tu es arrivé à Lisbonne. Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher ici à Lisbonne? Est-ce que parfois ça te traverse encore d'avoir envie de partir? Ouais. Tu rigoles, donc j'imagine que oui. Oui. Ouais, explique-nous un peu. Ce que j'étais venue chercher, c'était vraiment moi. On va tout quitter, on va quitter certaines choses, des relations, des endroits, pour aussi fuir. Et fuir des parties de nous. Et on va du coup même retrouver des personnes, etc., qui vont essayer justement de combler un peu ce vide intérieur. Et je trouve que c'est vraiment un processus de ne plus se fuir et de ne plus fuir les émotions en fait qui nous terrifient tant. C'est quoi ces émotions qui te terrifient tant ou qui nous terrifient tant? Si tu as un exemple, soit sur toi, soit peut-être des gens que tu as vus dans ton entourage avoir ce type de schéma. C'est un vide intérieur, c'est peut-être, moi en tout cas personnellement, c'est une peur de l'abandon, du rejet aussi. Okay. Et en fait, ce qui fait qu'on vient aussi se rejeter soi-même et s'abandonner soi-même. Ouais. Moi, c'est vraiment un thème que j'adore, même travailler avec mes clientes, etc. C'est l'abandon de soi. Ouais. Où est-ce qu'on vient s'abandonner? Et en fait, moi, j'ai l'impression d'en être arrivée à un point où j'ai tout essayé, tu sais, à travers du coup les relations, à travers même les amis, à travers le voyage, à travers les nouveaux endroits. J'ai tout essayé et en fait, je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Il n'y a aucune de ces stratégies qui n'a fonctionné. Et là, c'est vraiment, en fait, je trouve que c'est vraiment quelque chose que tu intègres au fil des années. Ouais. Et là, j'en suis vraiment à un point dans ma vie où j'ai compris et je comprends profondément qu'il n'y a rien qui va me sauver. Sauf aller à la racine du problème. Sauf aller à la racine, sauf aller à l'intérieur de soi profondément. Okay. Et en fait, de venir vraiment rester avec soi dans ces émotions inconfortables. Rester en fait, juste s'asseoir avec soi-même et rester là. Au lieu de venir se distraire et essayer de... Tu vois, quand ces émotions, elles te prennent je sais pas moi, que ce soit de la solitude, que ce soit de la peur d'être abandonné ou quoi, de rester avec soi en fait. Quel genre de choses tu pouvais faire pour combler ce vide dont tu parles ou pour te faire du bien? Ouais, comme exemple, typiquement, moi, avant, il y avait le voyage. Ouais. C'était vraiment, en fait, dès que je change d'endroit, je me réinvente. Okay. Je réinvente mon identité. Ouais. Et ensuite, une fois peut-être qu'on pouvait vraiment voir la vérité à propos de moi, je me barrais. Okay. Ensuite, il y a eu le fait d'être beaucoup entourée, beaucoup. Moi, j'ai beaucoup été comme ça avant, remplir mes journées de gens, vraiment constamment être entourée. Jamais seule, constamment être entourée. Il y a des fois où vraiment, où je partais chez moi, c'était 7h du mat, je rentrais, c'était 1h du mat, j'étais jamais chez moi, toujours à remplir beaucoup de choses, tu vois. Donc tu disais que pour combler ce vide intérieur, en fait, le combler, c'était le remplir de choses, Exactement. Le remplir d'activités, le remplir de relations, être tout le temps entouré, etc. quoi. Mais en fait, ça marche pas. Voilà, ça marche pas. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que ça marche pas, ça? L'épuisement. Ouais. L'épuisement. Et quand il n'y a plus de bruit en fait autour de toi, revenir dans ton lit le soir et te dire, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Ouais, je vois. Tu vois? Et en fait, un peu à toi-même. Complètement. C'est se mentir à soi-même. Et tu arrives dans ton lit le soir, tu te dis, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Je connais cette stratégie, je connais ce processus. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose. C'est un processus que tu déconstruis
certainement pas en quelques jours. Ça prend des mois. Et il faut faire quoi? Pour quelqu'un, par exemple, qui se reconnaîtrait, et d'ailleurs, moi j'en connais, hein, je pense notamment à... du coup, je vais pas la citer, mais je pense à une personne de mon entourage aussi qui est vraiment très très comme ça et qui va avoir, tu vois, des week-ends millimétrés où de 10 à 12 on fait ça, de 12 à 14 on fait ça, de 14 à 16 on fait ça. Quand tu es en train de faire une activité, tu es tout le temps en train de penser à c'est quoi la prochaine activité, voilà. Donc tu n'es jamais vraiment dans le moment présent. Ouais. Toujours dans une espèce d'optimisation du temps, de putain j'ai peur de pas en faire assez. Parfois je sais qu'elle peut être invitée cette personne à 2 soirées en même temps et du coup il y a une grosse FOMO de putain mais du coup je vais à laquelle? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je peux aller de 20h à 22h à telle soirée et de 22h à minuit à l'autre soirée? C'est ça. Et bien ça c'est intéressant parce que pour moi ça montre une personne qui va être absolument partout. Et une personne qui va être absolument partout, c'est une personne qui passe le monde en priorité et qui elle s'oublie totalement. Tu vois. Et du coup quand t'es partout, en fait t'es un peu nulle part. Avec toi-même t'es nulle part. Voilà, et du coup t'es pas à l'intérieur de toi, donc en fait t'es pas en train de profiter de ce qui se passe quoi. Et en fait c'est complètement ça, c'est quand t'es partout comme ça, tu es nulle part pour toi-même et moi j'appelle ça aussi des fuites énergétiques. Tu donnes ton énergie, tu dilapides ton énergie absolument partout autour de toi. Et en fait, il te reste quoi pour toi, pour tes projets, pour ton business, pour ta mission, peu importe ce que tu as, pour tes rêves. Qu'est-ce qui te reste au fond? Moi, c'était ça que je voyais. Personnellement, j'avais profondément cette croyance de si je me concentre vraiment sur moi, le monde va m'oublier et va m'abandonner. Ça, c'était ma croyance. Si je ne vais pas à cette soirée avec... du coup, on me rappellera plus, on me fera plus... Je n'ai plus le contrôle sur l'extérieur et donc on peut potentiellement m'abandonner et me rejeter. Et en fait, cette croyance-là, pour moi, c'était vraiment une croyance racine qui était là depuis mon enfance et j'ai mis 1 an à pouvoir passer au-dessus. 1 an. Je m'observais faire, je me voyais faire et en fait, il y a même un moment où on se voit faire mais on n'arrive pas à s'empêcher de le faire. Et des fois, même, tu peux te juger du coup. Peut-être te trouver ridicule ou je sais pas. Il y a de la honte qui remonte. Il y a de la honte parce que tu te vois faire et pour autant, tu continues de faire tout ça. Et il y a un moment où tu passes par-dessus. Mais ça prend du temps. Mais est-ce que aujourd'hui, tu considères que tu es 100% passé par au-dessus? Non. Passé au-dessus? Non. Ok. Donc tu es toujours Je suis toujours en chemin. Toujours en apprentissage. Si tu ressens toujours ça, j'imagine que c'était la question que je t'ai posée avant qu'on s'assoie, c'est que des fois, ça doit encore te traverser de te dire je vais partir de Lisbonne parce que je me sens rejeté, donc comme j'ai peur de me faire rejeter, je vais d'abord rejeter la ville et les autres avant qu'on me rejette. Complètement, quand je lâche le contrôle et que je me rends compte qu'au final, que ce soit avec des personnes, etc., je n'ai plus le contrôle, dans ces moments-là, je me dis et si je me barrais? Et si je me barrais parce que là, je suis en train de perdre le contrôle sur... j'en sais rien, moi. Et moi, je trouve lâcher le contrôle, justement, c'est la chose la plus dure, la plus libératrice, mais la plus dure de ce monde. Et ce serait la facilité. Parce que je me reconstruirais et au final, j'ai déjà fait 3 fois. Donc, c'est facile pour moi. Je reconstruirais une identité, etc. Et en fait, au final, je sais très bien que c'est pas la solution. Parce que ça, ce serait juste fuir, me fuir moi-même aussi. Et c'est un schéma que j'ai déjà vu aussi chez des potes qui, à l'époque, c'était très à la mode de partir soit au Canada, soit en Australie. Mais j'ai vu plein de gens partir des 1 an, des 2 ans là-bas, en espérant que du coup, ils allaient être plus heureux. Mais en fait, si t'emportes qui tu es, tes problèmes et tu vois, tes schémas, tes patterns un peu toxiques avec, et finalement, c'est pas changer de lieu de vie, de géographie qui va changer quoi que ce soit à ça. Totalement. Donc tu conseillerais quoi, par exemple, à des gens, vu que tu es déjà passé par ce chemin-là et que tu as aidé des gens aussi là-dessus, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui se reconnaîtrait un peu dans ton témoignage là? Moi, je conseillerais de partir et de tout reconstruire. Vraiment, parce qu'en fait, je trouve qu'à un moment, c'est nécessaire. Pour moi, je trouve que si une personne ne l'a jamais fait et qu'elle ressent vraiment de la résistance énorme par rapport à sa vie actuelle, des doutes, même des doutes qui reviennent en fait aussi, des doutes qui reviennent, qui ne laissent jamais tranquille. Ben, en fait, pour moi, ce serait vraiment de sauter le pas. Et après, je dis pas de le faire maintes et maintes fois. Je sais que ce truc de partir loin pour tenter de se reconstruire, etc., il y a quand même beaucoup de gens qui ont ça en eux et parfois qui osent pas. Et moi, je sais qu'une objection que j'entends souvent à ça, c'est « Oui, mais tu sais, moi, j'ai déjà des enfants, par exemple. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a déjà des enfants et qui ressent ce besoin à l'intérieur? Pour moi, je dirais à cette personne qu'il faut s'en donner les moyens. Dans le sens où c'est pas forcément sur les prochains mois, mais ce serait créer un plan sur les prochaines années. De comment est-ce qu'elle peut rendre ça possible en fait, tu vois. Pour moi, c'est même pas protéger ses enfants, le fait de ne pas le faire. Parce que ses enfants, potentiellement, qui verraient une mère pas heureuse, et ça, c'est pas ce qu'ils veulent au final. Donc moi, c'est pas mieux finalement pour le développement de la famille que
la mère soit Non. éteinte dans la famille. Exactement. Et pour moi, en fait, genre, même si ça vient, même si du coup, ça fait que tu viens rencontrer tes plus grandes résistances, tes plus grandes peurs, tes peurs par rapport au manque d'argent, tes peurs. Et pour moi, ça, ce serait un super but à trouver, en fait. Vraiment un super but même à créer, à construire sur les prochaines années, tu vois. Le truc qui résonne en moi quand tu dis ça, c'est je me dis, est-ce que tu as envie d'être cet exemple pour tes enfants? L'exemple de la société est construite de telle façon, voilà, c'est le capitalisme, c'est il faut produire, il faut consommer, il faut gagner sa croûte. Et du coup, montrer à tes enfants que toi-même, tu t'es enfermé dans ce truc-là, même si je suis bien conscient que c'est difficile d'en sortir. Ouais. Est-ce que tu as vraiment envie que tes enfants, en fait, ils suivent la même route et qu'au final, ils vivent une vie de survie et pas une vie où on se sent vivant, quoi? Tu dirais aujourd'hui que tu es heureuse à combien sur 10? Essaye de, parce que tout à l'heure tu as dit je suis très heureuse, donc ça pourrait te mettre dans un espèce de billet d'engagement, de dire j'ai déjà dit tout à l'heure à la caméra que si tu devais voilà, te mettre une note sur 10. Je suis pas à la période la plus heureuse de ma vie. Là, je dirais que je suis à 5 sur 10. Ah ouais? Ouais. Ok. Parce que il me manquait quelque chose ces 10 derniers mois. Ouais. Et même, je dirais, ces derniers 1 an à 1 an et demi. Ouais. Et parce que moi, j'ai mon business du coup depuis 4 ans. Et ce qui me manquait, c'était la flamme. Ok. Et là, je suis en train de... Flamme dans ton business? La flamme dans mon business, la flamme même dans ma vie. Ça veut dire quoi? Alors, est-ce que c'est la même chose que quand moi je dis j'ai besoin d'être allumé, tu vois? Est-ce que c'est la même chose? Ouais. Tu vois, le matin, quand tu te lèves et que tu croques la vie à pleines dents, moi, je l'ai eu peut-être de mes 20 ans, donc en 2020, parce que voilà, j'ai 26 ans. Ouais. Je l'ai eu de mes 2020 à peut-être 2024. Okay. Et ensuite, fin 2024, j'ai un peu rencontré ce qu'on appelle, moi j'aime bien appeler ça the void. Vraiment le vide un peu, tu sais. Okay. Un peu une période de vide. Hein. Moi, c'est arrivé après que j'ai atteint plein d'objectifs que j'avais pour moi dans mon business, dans ma carrière, etc., dans mon pro. Ouais. Et qui je pensais allait me rendre heureuse. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'ils ne me rendaient pas heureuse. Okay. Et en fait, ensuite, il y a eu un peu cette chute, tu vois. Et cette chute qui dure, entre guillemets, hein, qui a duré ou qui dure depuis 1 an à 1 an et demi, honnêtement, c'est long. Et c'est inconfortable. Ouais. Et franchement, toute personne qui l'a vécu peut vraiment comprendre ça. C'est long, ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on ne sera plus jamais heureux. On a l'impression qu'il n'y aura plus jamais quelque chose qui va nous passionner et nous animer. Et moi, je suis une fille vraiment passionnée par... moi, j'ai une vraie mission dans le cœur depuis des années. Et en fait, quand tu perds cette mission-là et que tu perds ta connexion à ta mission, il n'y a rien de plus effrayant. Attends, tu peux peut-être nous... Alors moi, j'ai vécu exactement la même chose et j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ouais. Et avant de revenir un peu dessus, je voudrais savoir c'est quoi ces fameux 4 ans dont tu parles, 2020-2024, où tu avais la flamme. C'était quoi la flamme pour toi? Et surtout, tu parles de... Je m'étais fixé des objectifs. Quand je les ai atteints, finalement, j'ai perdu cette flamme. Ouais. C'était quoi un peu ces objectifs? Et qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es dit putain, je les ai atteints, mais en fait, c'était pas l'Eldorado que je pensais? En fait, j'avais vraiment construit mon identité sur des objectifs. Ouais. J'avais construit mon identité surtout sur le fait de devenir digital nomade. Donc à l'époque, moi j'ai commencé mon business en 2022, donc j'avais 22 ans. Ouais. Et vraiment en 2022, je pense que ça faisait déjà 3 ans que je me disais, moi, je serai digital nomade. Donc c'est-à-dire que je vais gagner mon argent avec mon business, sur mon ordinateur, enfin je pourrais, voilà, exactement, je pourrais bosser d'où je veux, etc. Du coup, j'étais autonome avec mon business, j'ai pu commencer à voyager, je suis partie à Bali, et là, la chute. Ok. Ah ouais. Je suis pas passée loin de la dépression. Ah ouais, à ce point-là, ok. Dans le sens où... Qu'est-ce que tu étais allé chercher à Bali et pourquoi t'as ressenti ça? Je suis pas passée loin de la dépression, en fait, ce que j'ai vécu, c'est... Il y a un terme que j'adore en anglais qui s'appelle « the arrival fallacy », la chute de l'arrivée. Okay. C'est quand tu atteins vraiment quelque chose et en fait, tu te rends compte que quand tu le vis, tu te sens vide, comme jamais tu t'es senti vide. Ouais. Et ça a été un choc pour moi. J'ai vécu plusieurs mois... un peu de descente, mais du coup, ça, c'était mon identité pendant des années. Ouais. Et là, ce n'est plus mon identité. En fait, je me suis rendu compte que digital nomade, c'était pas pour moi. Okay. J'avais besoin d'un ancrage, j'avais besoin de racines solides, j'avais besoin de rester à un endroit. Ouais. Et ça a été le choc. Et même, il y avait des objectifs financiers dans mon business que j'ai atteints. Ouais. Et quand je les ai atteints, j'étais persuadée que j'allais enfin pouvoir être heureuse. Et en fait, je me suis rendu compte que, toujours pas. Ouais. J'ai vécu un peu la même chose, peut-être même 2 fois. Moi, les objectifs que j'avais quand j'étais plus jeune et que je faisais mes études, c'était l'argent. Et l'argent, ce qu'il allait m'apporter, moi, à l'époque, c'était une voiture. Tu vois, c'était vraiment... oui, okay. Et quand j'ai eu cette voiture, sur le coup, franchement, j'imagine comme toi, quand tu es arrivé à Bali, j'imagine qu'au début, c'est l'explosion. Voilà, c'est un truc de fou. Complètement. Et au final, au bout de quelques semaines, quelques mois,
tu te dis, mais en fait, je suis à l'arrivée, j'ai atteint le bout de la ligne. Et en fait, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Oui. Et tu te dis, un bout de métal pour moi, du coup, un bout de métal qui avance un peu vite, est-ce que vraiment c'est ça la vie? Donc ça, c'était ma première chute, on va dire. Et c'est d'ailleurs plus ou moins une fois que je suis sorti de ça que je me suis dit, en fait, le salariat, c'est pas pour moi. Et moi aussi, je sens qu'au fond de moi, je suis animé d'une mission et cette mission, j'ai besoin de la trouver. Et du coup, ensuite, ça a été mon arc photographie, où là, la grande question qui m'obsédait à l'époque, c'était comment construire une belle image, tu vois. J'avais envie d'apprendre sur cette question et ce que j'apprenais, j'avais envie de le partager. Donc en fait, pour moi, ce truc d'apprendre et de partager, c'est vraiment ce qui me nourrit. Je prends des choses... Et tu les transmets. Voilà, et je les transmets et j'adore ça, tu vois. Et je pense qu'en 2022, une fois que j'avais créé ma méthode donc, qui est devenue Photographe Signature, qui est mon produit phare, en fait, j'avais terminé l'apprentissage, j'avais fait l'entièreté du tour, tu vois. Ouais. Ce business-là, à la fin, me prenait 18 heures par semaine. Donc, on pouvait se dire, pour le salaire que je gagnais, 18 heures par semaine, ça vaut le coup. Bien sûr. Ouais, mais quand tu t'éteins, non, ça vaut pas le coup. Pour moi, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ouais. Et je sais qu'il y a des gens en commentaire, ils comprenaient pas. Ouais. Comment ça, tu gagnes bien ta vie? En plus, peut-être qu'eux, ils ont encore la flamme pour la photo et c'est pour ça qu'ils comprennent pas. Mais en fait, quand tu l'as perdu... Et c'est vrai, en fait, au final, même si des personnes gagnent, je sais pas moi, même 50 000 par mois, peu importe, tu vois, s'il n'y a pas la flamme, ça sert à rien. Bien sûr. Est-ce que tu préfères gagner 50 000 € par mois en étant éteint et en bossant 50 heures par semaine, ou est-ce que tu préfères gagner 2 000 € par mois en étant ultra heureux? Mais moi j'ai 10 fois répondu à cette question. Complètement. Je voudrais juste qu'on revienne rapidement sur, tu m'as dit que tu étais heureuse à 5 sur 10. Ouais. Qu'est-ce qui manquerait pour toi aujourd'hui? C'est quoi les 5 points qui manquent? Me choisir encore et encore, même quand ça fait peur, même quand c'est terrifiant. Okay. Mais ce serait pas être un peu égoïste, ça? Bah si, et justement, ça fait du bien. Et c'est terrifiant en fait d'être égoïste. C'est vrai? Bah ouais. Moi je suis très à l'aise avec ça. Ouais. Parce que je pars du principe que si tu prends pas soin de toi-même, comment est-ce que tu vas prendre soin des autres? Donc être égoïste, dans ma perception, ça veut pas dire ne penser qu'à ma gueule, ça veut dire penser d'abord à ma gueule, et une fois que moi j'ai rempli mes besoins, là je peux m'occuper des autres. Et en étant sain, et pas simplement je m'occupe des autres parce que j'ai peur qu'on me rejette, et je dis pas que j'ai mes propres blessures à traiter moi aussi, tu vois, c'est juste que c'est peut-être pas les mêmes, pour pas avoir ces fuites d'énergie ou me sentir épuisé, le faire pour les mauvaises raisons, etc. Tu vois. Je trouve ça beau en fait de pouvoir dire, ouais je suis à 5 sur 10 sur l'échelle du bonheur, et... Parce qu'on a une injonction aujourd'hui. On a une injonction à répondre 7 ou 8. Il faut pas qu'on se montre trop heureux, tu vois, parce que sinon on va créer des jaloux. Mais il faut pas qu'on se montre trop malheureux, donc les gens vont souvent répondre 7 ou 8, tu vois, de manière consensuelle. Si j'étais vraiment heureuse, bah alors là je le dirais. Hein. Là je suis à 9 sur 10, je suis épanouie dans toute ma vie. Bah non, là il y a encore plein de choses qui me manquent. Ouais. Et c'est ok parce que je suis en chemin. Et c'est ça le principal. C'est ça la différence. Imagine, tu me demandes à combien sur 10 t'es heureuse, et je te dis 5 sur 10, mais je fais rien pour changer ça. C'est ça le problème. Ouais. Mais alors là, moi, je te dis 5 sur 10 sans problème parce que je sais très bien je sais que ça va aller mieux. Bah oui, bien sûr, j'ai aucune peur par rapport à ça. Je vois ce que tu veux dire. Et toi, tu dirais que t'es heureux à combien sur 10? En ce moment là, je suis quand même... En vrai, je pense quand même 8 sur 10. Okay. Je sais que j'ai dit tout à l'heure... Je savais que t'allais dire 8. C'est vrai? Pourquoi? Je sais pas, je savais. En vrai, il y a beaucoup de choses qui se sont réalignées pour moi ces derniers mois. Que ce soit relations, business aussi, c'est en train... lieu de vie même, où je me sens quand même bien ici, même si je ne me vois pas faire ma vie au Portugal. Mais il y a beaucoup de choses qui sont réalignées. Et moi aussi, un des trucs qui faisait que je ne pouvais pas répondre 10, c'était le fait que je ne sentais pas l'alignement dans le business, et notamment par rapport à ma mission de vie. Peut-être ça peut sonner un peu mégalo pour certaines personnes qui n'ont pas ce truc, mais moi aussi je ressens que je suis animé par un truc plus grand que simplement comment est-ce qu'on fait pour créer une belle image. Alors ça fait 6 mois que je réfléchis à tout ça, mais ça fait 3 ou 4 semaines que je suis vraiment en train de mettre le doigt vraiment sur... ça devient vraiment plus précis, beaucoup plus précis cette mission de vie, tu vois. Juste là j'ai un peu mal au dos et donc je vais pas trop au CrossFit cette semaine. Mais sinon, à part ça... Donc ça fait baisser de 2 sur 10 le bonheur. Ah franchement, ouais. Franchement ça fait beaucoup baisser quand même. Tu dirais que c'est quoi toi aujourd'hui ta vision de la réussite? J'adore cette question. À la fois c'est dur d'y répondre. Quand je visualise quelqu'un qui a réussi, pour moi c'est une personne qui est profondément animée par quelque chose et surtout qui le fait selon ses conditions. Okay. C'est-à-dire qu'elle ne se sent pas emprisonnée par ce qu'elle est en train de créer, par son business, peu importe. Et c'est une personne qui pour moi a compris qu'elle pouvait recevoir, que ce soit l'argent, même l'amour, mais recevoir sans avoir à se trahir, sans avoir à s'épuiser. Et pour moi, en fait, c'est vraiment de réussir à faire quelque chose selon ses propres conditions.
et de te sentir libre, libre dans ton succès, libre dans ta réussite. Chaque matin, tu te sens libre. Tu as créé une vie, en fait, où tu te sens libre. Il y a des gens qui ont une vision, qui ont une mission, qui veulent créer un business. Mais en fait, tous les matins, ils se sentent pris au piège. Je dois bosser 10 heures par jour, machin. Pour moi, non. C'est une personne qui vraiment se lève le matin, a le cœur plein, a le cœur ouvert, et épanoui, et a envie de créer. Il y a un débordement de créativité qui se fait, tu vois. Et c'est très en lien avec ce que tu nous as décrit tout à l'heure, tu vois. Vouloir être drivé par une mission sans les contraintes, sans t'enfermer toi-même dans les je pense qu'il faudrait que je fasse ça pour me faire aimer, pour ne pas me faire rejeter, etc. Exactement. Que j'ai constaté des gens qui ont un peu ces envies d'intégrer des groupes, des communautés, parfois de faire plus d'argent, plus de chiffre d'affaires. Chez les entrepreneurs, j'en ai quand même rencontré un paquet maintenant en 10 ans d'entrepreneuriat. J'ai l'impression qu'il y a ce truc un peu de toujours plus de ok, là je fais tant de CA, mais je serai heureux quand j'aurai tant de CA. Et quand tu fais tant de CA, tu intègres des masterminds qui sont plus chers, tu es au contact d'entrepreneurs qui gagnent mieux leur vie, etc. Sauf que tu étais un petit dans une petite mare, tu es devenu un gros poisson dans une petite mare. Donc comme tu es devenu un gros poisson dans une petite mare, tu as sauté dans la mare d'à côté qui est plus grosse. Et du coup, tu te retrouves petit poisson dans une mare plus grosse. Et donc en fait, tu es toujours nourri de ce sentiment de putain, je suis jamais assez, j'en fais jamais assez, je gagne jamais assez. Et du coup, en fait, tu finis, j'ai l'impression, par courir droit vers le burn-out parce que tu en veux toujours plus. Et parce que tu penses que le bonheur se trouve à la fin de la ligne, mais à la fin de la ligne, tu as juste une montagne encore plus grande. Tellement d'accord. Ça, je trouve que c'est vraiment une erreur. Où justement, moi, il y a un truc que j'ai vraiment essayé d'apprendre ces dernières années, c'est d'être heureuse dans le processus, tu vois. Et de savoir qu'en fait, on ne peut pas seulement s'autoriser, se donner la permission d'être heureuse seulement quand on aura atteint cette ligne d'arrivée qui est factice, en fait, qui n'existe pas, qui est une illusion pure, j'ai envie de dire. Mais vraiment de s'autoriser à c'est maintenant en fait que j'ai le droit au bonheur. C'est maintenant que je peux être fière de moi. C'est maintenant que je peux me sentir assez, même si je suis en chemin. J'ai exactement la même vision parce que je pense que quelque part, un des points communs qu'on a, c'est qu'à un moment, on s'est fixé des objectifs et on les a atteints. Et quand on les a atteints, on a eu cette espèce de... Moi, je disais souvent, je me sentais comme une coquille vide, tu vois. Totalement. J'étais une belle coquille aux yeux des autres, mais par contre, quand tu ouvrais cette coquille, il n'y avait rien à l'intérieur, tu vois. Et en ce moment, je viens souvent au jardin d'Estrella, là où on est aujourd'hui, et je viens quasiment tous les jours pour lire. Je prends ma petite Kindle et je lis, et j'adore ce moment-là. Et en ce moment, je lis un livre de Arthur Aubeuf, qui lui, il y a une citation que, je crois que ça vient de lui d'ailleurs, mais en tout cas, il l'utilise beaucoup dans ses interviews et dans son bouquin, c'est « Le monde ne manque pas de merveilles, c'est nous qui manquons d'émerveillement ». Et en gros, la philosophie qu'il essaie de transmettre, c'est « Le beau est absolument partout autour de nous ». C'est juste qu'on a perdu, on a désappris ce truc de... quand on est petit, on s'émerveille de tout. Tu vois, il prend l'exemple, je le cite, une petite fourmi qui passe, on regarde les fourmis faire des lignes, tu vois, les escargots dans les champs, moi je faisais ça aussi avec des copains, tu vois. Et au bout d'un moment, parce que, je sais pas, le collège, le regard de l'autre, la compétition, la performance, tout ça, voilà. Et donc on perd ce truc de, putain mais regarde les arbres comme ils sont beaux, regarde quelle chance j'ai d'être en vie, d'être en bonne santé, tu vois. On perd ce truc-là. Et depuis que j'ai commencé son livre et que j'ai lu ce passage-là, c'est-à-dire il y a à peu près, 4 ou 5 jours, tous les jours, j'essaye consciemment de mettre de la conscience là-dessus et je ressens que ça a des effets immédiats. Tout de suite, je me sens plus connecté et plus heureux. Mais ce que je vois aussi, c'est que c'est un vrai effort conscient. C'est que ça fait 5 jours que je le fais tous les jours, plusieurs fois par jour, mais je m'attrape plusieurs fois par jour en train de ne pas le faire. Bien sûr. Ça me frustre. Ça me frustre. Et donc j'ose espérer, comme il le dit, que c'est un muscle, c'est un comportement à remuscler et que peut-être que dans, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ce sera naturel pour moi de faire ça et que je ressentirai plus de bonheur et gratitude au quotidien sans même me forcer. Petite théorie que je viens de développer. Si on est censé prendre du plaisir et du bonheur sur le chemin et non pas en cochant l'objectif, ça veut dire qu'il faut que le chemin soit plaisant. Complètement. Donc si tu te fixes un objectif, que c'est l'objectif qui te donne envie, mais le chemin ne te donne pas envie, c'est probablement que tu fais fausse route. Totalement. Enfin, j'ai fait énormément de facecam solo sur YouTube. Alors qu'en fait, je suis un être humain profondément, comment on dit, pas introverti, extraverti. J'adore discuter, j'adore le lien social, j'adore échanger avec des gens. Et donc,
quand j'ai commencé à me dire, putain, mais sur ma chaîne YouTube, en fait, il faudrait juste que mon format par défaut, ce soit pas le facecam et de temps en temps j'invite quelqu'un, mais que mon format par défaut, ce soit ce qu'on fait là, une discussion, et que, anecdotiquement parlant, de temps en temps, je fasse un facecam, en fait, ça veut dire, ça m'allume pour prendre du plaisir sur le chemin. C'est oui, certes, je suis pas encore le youtubeur qui fait les interviews, les discussions en balade ou j'en sais rien. Mais par contre, là, faire ça, moi, depuis hier et avant-hier, il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, putain merde, j'ai un tournage ce matin. C'était au contraire, je me disais, j'ai hâte qu'on aille discuter, parler, se balader, me poser dans le super parc, me balader dans Lisbonne, il fait beau, on en profite, c'est le matin et tout, tu vois. J'adore ça. Et d'ailleurs, j'ai un autre tournage demain matin et ça me stresse aucunement. Au contraire, ça me fait l'inverse du stress. Si l'objectif te fait rêver, mais si le chemin ne te fait pas rêver, c'est directement que tu fais fausse route. Complètement. Parce qu'en fait, si le taux de pression il est beaucoup trop haut par rapport au taux de plaisir, le système nerveux, ce qui est normal, va avoir énormément de résistance. Et donc, de mettre ce plaisir en premier aussi, avec aussi de la discipline, les gens pensent souvent que plaisir égale je fais ce que je veux et j'ai pas de discipline. Mais c'est comment est-ce que je peux trouver du plaisir dans ma discipline? Vraiment, trouver du plaisir au quotidien à faire ce qu'on fait. Parce qu'en fait, c'est ce plaisir aussi qui va être un driver, qui va être un moteur. Bien sûr. Pour justement arriver à ces objectifs qu'on veut. Si tu te lèves le matin et que tu te dis « je vais kiffer ma journée », t'as envie de te lever le matin. Mais complètement. Et en fait, il y a aussi plein de personnes qui pensent qu'il faut absolument mériter. Genre dans le sens où... ça, c'est l'ancien moi, ça. Ouais, tu vois, en fait, il faut que ce soit dur. Il faut que ce soit dur pour qu'ensuite j'atteigne mon objectif, etc. Ce mérite dont tu parles, j'en suis pas encore 100% guéri, je le vois bien. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à créer ce format-là qui, pour moi, me glisse dessus. Oui, en fait, c'est simple. Bah oui, j'aurais pu le créer il y a des années. Et en vrai, quand je regarde certaines vidéos, je le faisais de temps en temps. Mais en fait, au lieu de me dire, tiens, je vais le faire récurrent, je me disais juste, une petite pilule qui me fait du bien, alors qu'en fait, ça aurait dû devenir la base. Tu vois, par exemple, quand je faisais ce qu'on appelle des lancements, tu dois connaître, mais voilà, je faisais un lancement pour mon gros programme de formation. Globalement, c'était toujours quand même des sommes assez importantes qui étaient générées après ces lancements-là. Au lieu de me dire simplement, ok, ce mois-ci, je refais un lancement, donc je balance ma séquence email, je fais mon live de la semaine, etc. Comme j'avais l'habitude de faire et comme je savais que ça marchait bien, je refaisais l'intégralité de tout le tunnel de vente. Mais clairement, c'était juste, je me fais du mal pour me dire que je mérite l'argent qui va me tomber dessus, tu vois. Parce que si tu gagnais cette somme d'argent et que c'était trop facile, t'aurais pas ressenti de fierté parce que on a appris depuis petit que we have to earn, on doit mériter, genre je me serais senti comme un putain d'imposteur, tu vois. Dire mais pourquoi j'ai autant d'argent qui m'arrive dessus alors que j'ai même pas souffert. Exactement. Et ça, c'est la vision du travail, le travail souffrance. Et ça, c'est vraiment cette croyance de on doit mériter l'argent et on doit mériter l'amour, en fait. C'est la même chose. C'est we have to earn love. Donc, on doit donner, etc. pour se sentir aimé, machin. On doit donner pour recevoir. Exactement. C'est aussi ce qui nous fait nous rendre compte de à quel point on se ferme à recevoir. Et à quel point, en fait, notre système nerveux n'est pas en capacité de pouvoir recevoir. Parce qu'en fait, on va venir saboter tous les endroits où on pourrait recevoir facilement. Mais en fait, parce qu'on se dit, non, je le mérite pas, c'est pas possible, tu vois. C'est marrant parce que toi, quand je t'ai déjà entendu parler de ces thématiques-là, et quand t'en parlais, je me disais toujours, je me sens pas concerné, tu vois. Et en fait, c'est là, on a mis le doigt sur un truc où moi aussi, j'avais du mal à recevoir, tu vois. Et si je le dis, c'est parce que je sais que parfois, il y a des gens qui vont regarder mes vidéos, il y en a chez qui ça va pas résonner, alors, des gens que je connais dans la vraie vie. Il y en a chez qui ça va pas résonner alors que moi, au fond de moi, je m'étais dit, elle était pour toi cette vidéo, tu vois. Et il y a même des gens, bon ça c'est une espèce de forme de déni parce que voilà, tu veux te protéger ou t'as pas réussi à voir la vérité en face, peu importe. Mais il y a même des gens parfois qui m'ont écrit en DM où c'est clairement eux que j'avais en tête. Tu vois, j'ai une ou deux personnes de mon entourage à qui je me dis, cette vidéo-là, elle est vraiment pour toi et j'espère vraiment que toi, tu la regarderas, tu vois. Et cette personne vient m'écrire en DM pour me dire « T'as trop raison et moi, je suis trop comme toi là-dessus. » Alors qu'en fait, je me dis « Normalement, c'est toi qui aurais dû prendre la baffe. » Bon, Mariva, je crois que tu fais des constellations familiales. Moi, j'ai fait une constellation l'année dernière. Alors, c'était pas une constellation familiale, c'était juste une constellation. J'en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube. Et les constellations, alors je présente un peu le concept selon moi, n'hésite pas à dire ensuite, donner un peu pourquoi t'aimes bien faire ça. Je te laisse définir. Alors moi, la constellation, c'était on me l'a vendu comme
comme un atelier qui était un peu révolutionnaire et du coup je me suis dit putain, trop envie de voir ce que c'est. Sauf que moi j'ai cru que c'était un atelier pratique où on allait se poser des questions, un peu faire de l'introspection, etc. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, les gens, quand ils vont faire des constellations, ils savent pas ce que c'est. Ah ouais. Moi, c'était pareil. Je disais, qu'est-ce que c'est une constellation? On va voir les étoiles. Ouais. Ah ouais. Et en fait, il se trouve que c'est un truc très ésotérique. Et donc, moi, quand je suis arrivé dans ce truc-là, étant pas forcément, c'est pas que je suis pas ouvert, c'est juste que plutôt cartésien de base, voilà, je m'étais jamais intéressé un peu à tout ça. Je suis arrivé dans la constellation, j'ai vu que c'était un peu mystique et je me suis dit, oula, dans quoi je me suis engagé? Mais comme j'étais engagé, je me suis dit, maintenant je le fais à fond. Et au final, ça m'a... il y a 1h30 de constellation sur moi, parce que j'ai été choisi au hasard parmi 15 participants. Et ça m'a mis une claque, de ouf. Je peux te poser, c'était sur quoi Eh ben, c'était sur quelle est ma nouvelle quête. Donc, quelle est ma mission de vie? Je savais que j'étais en train de le chercher et je trouvais pas... Et voilà. est-ce que du coup, quand ça a été quelle est ta nouvelle quête, est-ce que dans ta constellation, les rôles qui ont été choisis, est-ce qu'il y avait quelque chose par rapport à ta famille derrière? Non, Okay. non, pas du tout. Okay. Les systèmes qui ont été choisis, il y en a eu 4. Il y a eu Some Picture, donc ma boîte photo. Oui. Chris, moi. Il y a eu mes exigences. Oui. Et il y a eu le système maquette. Voilà. Donc c'est ces 4 systèmes-là qui ont... Quand j'ai vu les systèmes interagir entre eux et tout, ça faisait écho de ouf. Et je suis ressorti de cette constellation en n'étant clairement pas le même homme et j'allais crier sur tous les toits pendant 48 heures après c'est incroyable, faut que vous le fassiez, tu vois. Oui. Toi, tu bosses là-dedans. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est, à quoi ça sert En fait, partage-nous un peu ton expérience. Donc pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, en fait, une constellation familiale, c'est, disons, comme un petit peu un théâtre mystique. C'est-à-dire qu'on va avoir un client, un facilitateur, et on va avoir généralement autour de 10 participants. Et en fait, le client va choisir, par exemple, si son sujet c'est par rapport à ses parents, il va choisir quelqu'un dans le groupe qui va jouer le rôle de lui-même, le rôle du père, le rôle de la mère, on va commencer comme ça, et ces participants ne les connaissent pas. Et en fait, les personnes, quand elles vont être choisies en tant que rôle, elles vont rentrer en fait dans le cercle là, hop, et là elles vont commencer à ressentir. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'avec les constellations, on ne peut pas utiliser le mental. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de mental, il y a juste du ressenti et de l'intuition. Et les gens me disent toujours, les participants me disent toujours, mais j'ai peur de ne pas savoir comment faire. Il n'y a pas à savoir comment faire. Parce que quand ça se fait naturellement, quand on est choisi en tant que rôle, on ressent directement plein de choses, plein de sensations, Moi, la première fois que j'ai été choisie dans un rôle de constellation, je ne savais même pas ce qu'était une constellation. La cliente m'a regardée, elle m'a dit « Toi, tu vas jouer moi ». Je me suis levée et là, je me suis retrouvée devant 15 personnes que je ne connaissais pas. Je me suis effondrée en sanglots, à genoux. Et je pleurais. Et la thérapeute me disait « Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu ressens ?» Et en fait, je me disais « Je me sens en colère, je sens ci, je sens ça ». Et moi, sans le savoir, tout ce que je disais, c'était ce que ressentait la cliente. Mais moi, je ne la connaissais pas. Bah oui, c'est ça qui est choquant. C'est ça qui est impressionnant. Et donc, en fait, les constellations, c'est pourquoi? C'est pour venir guérir des blocages et des patterns qui reviennent dans notre vie. Ça peut être lié à l'argent, ça peut être lié à l'amour. Tu parles de ce truc d'endosser le rôle et de ne pas être dans le mental, et en fait, ça se fait naturellement. Oui. Du coup, pendant ma constellation, en fait, ce qui était ouf, c'est que les gens que... Moi, je savais que c'était des gens, entre guillemets, de confiance et qu'ils n'étaient pas dans un rôle et qu'ils n'étaient pas experts de jouer dans une constellation. Ils y connaissaient rien. Et du coup, j'en ai vu 3 sur 4 vraiment rentrer presque instantanément dans le rôle, alors que c'était vraiment des gens normaux, pas des gens du mystique ou tu vois. Ah, totalement. Et le 4e, lui, j'ai vu qu'il avait plus de mal. Donc sur le moment, j'ai un peu regretté parce que je me suis dit, ta merde, ça se trouve, il y croit pas à ce truc-là et il est fermé, tu vois. Et donc quand la personne lui disait comment tu te sens, mais en fait ce qu'elle voulait dire c'est comment le système se sent, en fait il répondait pour lui-même, il disait je sens que j'arrive pas bien à me connecter, donc si je réponds pour moi, bah là je me sens comme ça, mais si je vais à l'intérieur de ce qu'on me demande là, je me sens comme ça. Et du coup il a dit j'ai juste besoin de 10 secondes pour vraiment endosser le rôle. Ah, et en plus le mec c'est un ultra cartésien, c'est pour ça que je me dis, et une fois qu'il avait pris ce truc là, après, c'était terminé, il n'est jamais revenu en arrière. Il est resté dans son rôle du début à la fin. Et il n'y a qu'à la fin de la constellation que chacun est redevenu lui-même. C'est un travail qui est absolument magnifique. Pour moi, une constellation, ça vaut 6 mois de thérapie. Si jamais vous êtes, comme moi, fermé à ce genre de concept et qu'un jour on vous propose gratuitement ou pas de tenter une constellation, essayez de faire une constellation parce que ça peut mettre des grandes baffes, mais dans le bon sens du terme. Totalement. Merci Mareva d'avoir passé ce moment avec nous. C'était génial. Merci beaucoup Chris. C'était Chris et Mareva. On vous fait des bisous et puis à bientôt. Ciao.